Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Comme chaque vendredi, un nouveau contenu et aujourd'hui, je vous propose l'épisode 3 de notre projet La vie de château à Cheverny. Projet sportif d'accompagner 4 athlètes sur les différentes courses de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux. Et un grand merci d'ailleurs aux organisateurs, à Émilie qui s'occupe de la communication et avec qui on a pu bâtir ensemble ce défi. Nous allons parler aujourd'hui entraînement, stratégie d'allure et prendre des nouvelles tout simplement de nos athlètes Marine, Emmanuel, Sophie et Cédric. Alors, nous sommes à un mois de la course, c'est un moment un petit peu charnière dans la préparation, là où souvent tout peut basculer. Les jambes commencent à être un petit peu fatiguées, un petit peu marquées. Des doutes peuvent également s'installer, on voit les jours qui défilent, la ligne de départ qui se rapproche. Alors, pour vous éclairer, pour éclairer nos athlètes, j'ai le plaisir d'accueillir également Bruno Eubi qui va nous partager ses conseils concrets à un mois de l'échéance. Surtout les erreurs à éviter et nous aurons également une petite surprise dans cet épisode avec une invitée qui est venue nous rendre visite en plein milieu de l'enregistrement. Alors installez-vous confortablement, nous plongeons dans cet épisode 3, la vie de château à Cheverny. Comment bien gérer son allure en course, mais également les derniers jours avant la compétition. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, en partenariat avec le marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux. Bonne écoute à vous. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du projet Cheverny. Je vous le rappelle, nous avons plusieurs athlètes qui sont encore ce soir présents pour évoquer leur parcours vers ces courses du côté du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux qui se dérouleront le 25 et 26 avril prochain. Et avant de vous donner la parole, chers athlètes, eh bien nous accueillons quelqu'un qui a une importance dans ce projet, en la personne d'Émilie. Alors Émilie, je te laisse la parole. Je vais te laisser te présenter pour que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es et pourquoi tu es là ce soir avec nous et puis faire connaissance avec nos différents athlètes et un autre invité exceptionnel, Bruno, qui viendra répondre par la suite dans cet épisode aux questions des personnes qui se préparent pour ces différentes courses allant du 10 km jusqu'au marathon. Émilie, je te laisse le micro. Merci Sébastien. Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce soir. Je voulais vous faire un petit coucou puisque je vous écoute maintenant depuis 2 épisodes, mais c'est bien de vous voir puisque là comme nous on se voit. Donc moi je suis la responsable de la communication et des partenariats pour le marathon de Cheverny. Voilà, et donc c'est avec Sébastien qu'on a initié ce projet. Suite à du coup au premier podcast qu'on avait enregistré et l'émission qu'on avait montée l'année dernière. Donc voilà, et c'était sympa de vous écouter sur les ondes, mais j'avais envie de vous faire un petit coucou quand même pour voir vos têtes, à quoi vous ressemblez avant la course. Alors Émilie, je leur ai indiqué qu'ils seraient en première ligne, voire peut-être sur le podium pour une présentation, mais ils n'ont pas l'air de vouloir aller dans cette démarche. Ils veulent rester dans l'anonymat le plus total. Là, c'est fini. Hein. On peut plus les cacher. Ils sont découverts au grand jour.
Ben oui, alors bon, j'ai cité leur prénom déjà, tu vois, sur les réseaux sociaux quand je repartage du coup les podcasts que tu diffuses. Après sur les podiums, je sais pas forcément, parce que moi tu le sais bien, l'ADN justement de notre épreuve, c'est vraiment le sport pour tous, donc on laisse vraiment la place à tout le monde, du coureur du plus aguerri qui a l'habitude d'enchaîner des marathons, aux débutants. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans ce projet qu'on a initié tous les deux, c'était de donner la parole à tout type de coureurs pour montrer aussi aux autres coureurs qu'ils n'ont pas de complexe à avoir. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y a des distances pour tous et chacun son défi personnel, que ce soit un record à battre, que ce soit avoir une allure constante sur un 42 km quand bien même on est habitué du coup à plus de variation et de lenteur sur de l'ultra. Voilà, ou le premier simplement 10 km parce que ça fait 2 mois qu'on a commencé à courir, quoi. Émilie, en quelques mots, est-ce que tu peux nous indiquer combien de coureurs seront présents du côté de Cheverny le 25 et 26 avril prochain? Combien de courses, combien de bénévoles? Est-ce que tu as quelques données chiffrées à transmettre aux auditeurs et à nos athlètes présents ce soir? Alors là, on s'achemine à plus de 7000 coureurs sur le week-end, record qui va être encore battu, puisque nous sommes en train d'inscrire les derniers coureurs de nos partenaires. Voilà, et qu'on n'a pas encore le retour des enfants, puisque là les bulletins ont été déposés du coup dans les écoles, et on aura une petite place pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire via les écoles. Donc l'an dernier ils étaient 800 gamins. Là, on est déjà à 6800 coureurs là du coup ce soir inscrits. Donc, on va battre le record là à 7000 coureurs, mais pas sur une seule course. Vous le savez bien, il y a plusieurs courses. Il y a 7 courses différentes, 3 trails, 63, 35 et 14 kilomètres, et ensuite marathon, semi-marathon, marathon en relais et 10 kilomètres. En termes de bénévoles, ça représente combien de personnes qui vont œuvrer? On avait fait un petit focus l'année dernière sur ces personnes qui ont un rôle ô combien important, ces hommes de l'ombre, ces hommes et ces femmes de l'ombre. Aujourd'hui, tu as combien de bénévoles sous ta responsabilité pour que tout ça puisse se passer sans encombre? On a environ 350 bénévoles. Voilà, ce qui est pas rien. Entre 350 et 400 en réalité, puisque il y a des personnes qui sont pas là pendant le week-end, mais qui nous aident tout au long de l'année. Au niveau des partenariats, au niveau des personnes qui vous accompagnent, ça représente combien d'entreprises qui soutiennent le projet qui, je le rappelle, est porté par un club, le club de Saint-Gervais-la-Forêt. Combien de partenaires vous ont rejoint dans cette aventure avec un déploiement, tu l'as dit, hein, qui vous permet aujourd'hui de passer quasiment les 7000 coureurs sur l'ensemble des courses? Au niveau des partenaires aujourd'hui, là, on arrive à une soixantaine de partenaires. Quand l'équipe a repris l'organisation l'an dernier, il y en avait à peine 10. Donc voilà, donc on est passé à presque 50 l'an dernier, et là on est une bonne soixantaine de partenaires. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a une vraie dynamique sur le territoire et que tout le monde a envie d'œuvrer pour faire en sorte que cet événement il perdure et apporte du confort aux coureurs et aux bénévoles. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Émilie, pour conclure ta prise de parole ce soir? Tu nous as rejoint pour cet épisode consacré à la préparation du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, à nos athlètes qui ont encore, on est le 24, ils ont encore un mois devant eux pour se préparer. Est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces sur cette avant-course et ce qu'ils vont trouver du côté du Loir-et-Cher et de ce beau château de Cheverny? Le conseil principal, c'est faites-vous plaisir. Vous avez tout un staff autour de vous là pour vous aider dans votre préparation physique, mentale. Mais n'allez pas forcément trop regarder le détail des parcours, des descriptions qu'on a pu mettre sur le site, et des choses comme ça. Vraiment, ouvrez grand les yeux, profitez des paysages, profitez de l'ambiance. Et laissez-vous porter.
Eh bien, merci Émilie. Je te remercie d'avoir pris la parole ce soir et on se voit le 25 avril du côté de Cheverny. On a hâte, moi aussi, de pouvoir franchir la barrière de l'écran et de retrouver que ce soit Emmanuel, Marine, Sophie et Cédric et qu'on puisse discuter sans écran interposé. Merci à toi Seb et puis bonne soirée à tous. Je vais rester un petit peu quand même, je vais écouter ça. Je suis impatiente de savoir où est-ce que vous en êtes là dans votre prépa, comment vous vous sentez. Donc je vais faire ma petite curieuse encore un petit moment. Alors Bruno, nous t'accueillons ce soir pour parler entraînement, pour parler donc coaching autour de cette épreuve du marathon de Cheverny. Est-ce que c'est une épreuve que tu as déjà courue dans ta carrière d'athlète et de marathonien ? Non, j'ai jamais couru le marathon de Cheverny. C'est une épreuve que je ne connais pas. Enfin, je connais Cheverny un peu et ses alentours, mais je ne connais pas le marathon. J'entraîne des gens pour le marathon de Cheverny. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que Pascal Fétizon l'a remporté, ou alors était pas très loin de le remporter quand je l'entraînais, mais j'en suis pas certain. Mais j'ai pas révisé mes fiches avant de venir, mais j'en suis presque sûr. Donc peut-être que j'ai gagné le marathon de Cheverny en étant entraîneur, mais je suis pas certain. Mais je crois quand même. 7000 participants, ça commence à faire une grosse épreuve. J'ai pas en tête tous les marathons qui peuvent aujourd'hui avoir lieu, mais dans la région centre, avec le marathon de Tours, ça fait partie des grosses manifestations et des rendez-vous, on va dire, incontournables pour les athlètes qui veulent débuter, que ce soit sur 10 km, semi ou marathon. Donc, il y aura une grosse cohorte avec de nombreux coureurs. Et on va faire un focus sur nos athlètes. Alors, Marine n'a pas pu être présente. On va lui laisser quelques instants pour qu'elle nous évoque un petit peu ces 15 derniers jours. Bonsoir à tous. Écoute, la motivation est toujours au rendez-vous. Voilà, les semaines s'enchaînent, les séances aussi, en essayant de les faire au mieux, au plus juste de ce que tu me proposes en tout cas. Donc pas de réelle difficulté pour le moment. Parfois quand je commence, oui, je me dis je vais jamais y arriver, mais je fais en sorte d'arriver au bout en tout cas. Le corps suit, voilà, il n'y a pas de douleur. Pas de grosses difficultés. En tout cas, la répartition sur la semaine fait que le corps peut encaisser ces séances-là. Donc, tout va bien. Hâte d'être le jour J pour voir comment je vais gérer l'événement et si tout cet entraînement aura suffi. Voilà. Alors, place à nos futurs athlètes sur 10 km. Emmanuel, je te laisse la parole pour que tu nous évoques un petit peu comment s'est passée ta quinzaine de sport, ta quinzaine d'entraînement. Est-ce que tout va bien sur le plan de la motivation, de l'énergie, de la difficulté ? Et on y reviendra tout à l'heure avec Bruno, parce que tu as un projet de 10 km enchaîné derrière avec un marathon. Donc, il y aura peut-être besoin d'un éclairage de Bruno pour que tu viennes performer à la fois sur le 10 km et remplir tes objectifs sur marathon. Mais comment te sens-tu, Emmanuel ? Bonsoir à tous. Tout va bien. Les séances passent. Les sorties longues du dimanche commencent à être un peu longues et donc c'est bon. Donc tout va bien. Sophie, de ton côté, comment ça va ? Comment va le genou ? Ça va, ça suit son cours, on va dire. J'ai ton petit programme est adapté, donc je voulais te remercier d'ailleurs encore pour justement me permettre de continuer la prépa avec vous en adaptant mes séances. Et le kiné valide aussi toujours ce que tu as mis en place et tout se passe bien. Donc, quand on parlait de staff tout à l'heure, on est parfaitement dans cette orientation, c'est-à-dire que tu as cette volonté et l'optimisme ne t'a jamais quitté, même lorsque cette blessure au genou est arrivée. Bon, tu t'es dit, je serai quand même là et je franchirai la ligne du côté de Cheverny. Pas tout à fait à côté d'Emmanuel sur le 10, mais pas loin.
Et aujourd'hui, on est sur une phase de réathlétisation. Tu continues à courir et tu n'as jamais stoppé cette activité. C'est plutôt encourageant avec une bonne dose de motivation comme tu as su l'afficher. Vous faites preuve quand même de beaucoup d'abnégation, même si les séances parfois sont peut-être un petit peu corsées, un petit peu ardues, mais malgré tout, vous avancez. Cédric, de ton côté, comment ça va ? Bonsoir. Bah écoute, super bien. Comme d'habitude, hein, je pète le feu. J'enchaîne. Et puis non, tout roule. Les jambes sont là, le mental est là. Ça répond présent. Ça répond vraiment présent. Je suis vraiment content. Je m'attendais pas à ce que ça réponde comme ça, mais ouais. Franchement, ça roule. Tout va bien. Tout roule super bien. Je suis vraiment content. Bruno, on va venir vers toi parce qu'il y a quand même des profils que je considérais comme un petit peu atypiques. Emmanuel, tout d'abord, qui va mener un 10 km et 15 jours après, elle sera sur le marathon de Saumur. Comment on peut, sur cette fin de préparation, à un mois finalement de l'échéance de Cheverny et derrière le marathon de Saumur, comment elle va pouvoir gérer ces deux courses sans qu'il n'y ait trop de bobos et qu'elle puisse remplir son double objectif ? Oui, alors, juste une précision avant de commencer par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Je suis allé voir sur Internet le palmarès du marathon de Cheverny qui s'appelait le marathon de Chambord, donc au début. J'ai ça sous les yeux. C'est Wikipédia, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Donc Pascal Fétizon ne l'a pas gagné une fois, il ne l'a pas gagné deux fois, il l'a gagné 3 fois. Donc il a gagné 3 fois le marathon de Cheverny, Pascal. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, donc finalement j'y étais par personne interposée en 2004, 2005 et 2007. Voilà. Alors revenons à nos moutons. Alors l'enchaînement 10 km semi. Alors pour moi c'est pas possible. D'être performant sur les deux distances à 15 jours d'intervalle. Je vois pas comment c'est possible. Je vois pas par quel miracle c'est possible de performer sur un 10 km et d'enchaîner. C'est bien ça, hein, c'est un marathon 15 jours après. J'ai bien compris, hein. C'est ça pour Emmanuel, oui. Ouais, c'est ça. Donc je ne sais pas après quelle était la nature de l'entraînement, mais forcément, moi, si j'étais l'entraîneur, si j'avais élaboré le plan d'entraînement, j'aurais collaborer avec la personne, avec le sportif, et j'aurais échangé en tout cas avec lui en lui demandant quelles étaient les priorités et en lui expliquant que c'est possible de faire 2 courses à 15 jours d'intervalle. Là, je crois que la question c'était ça. Qu'est-ce qu'on met entre ces deux épreuves, c'est ça, Seb ? Comment bien le gérer ? Parce que Emmanuel vise quand même un chrono sur le 10 km, mais elle a aussi envie d'améliorer son chrono sur marathon après une première expérience. Donc elle est déjà marathonienne, c'est cette volonté d'aller vers un meilleur chrono sur marathon. Alors comment gérer ? Emmanuel, tu peux peut-être nous préciser un petit peu, parce que le dossard pour Cheverny, je dirais, lui est un petit peu tombé comme ça sur la tête sans qu'elle... Emmanuel, tu as joué, tu as gagné, mais c'était pas forcément dans son plan premier. Non, le plan premier, effectivement, je m'étais inscrite au marathon en première et j'ai joué pour le dossard du 10 ou du semi que j'aurais pu faire du coup en sortie longue 15 jours avant le marathon. Après c'est des chronos, c'est pas non plus des chronos de fou, hein, donc j'appelle pas ça non plus performer à haut niveau. Donc pour moi 10 km et 15 jours après un semi, un marathon, c'est pas non plus avec les performances de mon niveau. C'est pas vraiment une question de performance, parce que qu'on fasse quel que soit le niveau de performance, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas une question de niveau de performance, à savoir que certains niveaux de performance pourraient se le permettre et d'autres non. Pour moi, c'est juste une question de cohérence dans les objectifs, de planification. Mais si par exemple, donc je sais pas, là je parle de choses que je connais pas, mais si par exemple le marathon était la priorité, que le programme d'entraînement est élaboré pour faire un marathon et que 10 jours avant il y a un 10 km qui est réalisé comme ça dans le jus, sans être vraiment préparé, et qu'il est intégré à la préparation marathon qui est l'objectif final, ça remplace très bien une séance de MA et c'est tout à fait cohérent et ça se fait. Mais ça me paraît difficile d'être performant
dans un 10 km 15 jours avant le marathon, qui est quasiment la phase la plus chargée de l'entraînement. Donc pour moi, il faut aborder ce 10 km en étant plus en séance d'entraînement que vraiment dans un objectif de faire un chrono. Il y a quelqu'un qui embête Emmanuel, là, elle a du monde autour d'elle. C'est bon. On peut pas être tranquille 5 minutes, c'est quoi ce bazar? Du coup, t'as peut-être pas entendu ce que je disais. Si, j'ai entendu, si. Mais effectivement, je me dis 10 kilomètres, c'est des sorties que je peux faire au quotidien. En fait, on a mixé le plan d'entraînement avec Sébastien et le plan d'entraînement que j'ai de mon côté pour le marathon. Du coup, je pense que de mixer les deux n'est pas incohérent. Non, pas du tout. Pas du tout. Si ça n'altère pas la préparation marathon, si ça ne change pas ce qui était prévu au départ et qu'on intègre ce 10 km comme un entraînement, comme une séance de MA, pour moi, ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Ça s'intègre parfaitement. Mais avant un 10 km, normalement, si le 10 km il est préparé pour réaliser un chrono, on va mettre des séances spécifiques, on va mettre une préparation en place qui n'a rien à voir avec celle du marathon. Donc, si ce 10 km, il arrive là comme une séance d'entraînement 15 jours avant, pas de problème. Mais ça me semble difficile d'espérer un chrono qui soit proche du maximum. Mais peut-être que ça va se passer comme ça. Hein. Peut-être que ça se passera comme ça, j'en sais rien. Après, on est vraiment sur du particulier, là. Est-ce que les séances spécifiques 10 km, Bruno, peuvent s'apparenter à des séances de MA en préparation du marathon ? Si on baisse un petit peu le curseur et qu'on les met peut-être pas à l'allure vraiment cible du 10 km, mais pour remplacer un petit peu le MA dans le cadre de la préparation marathon. Tout va dépendre, là pour le coup, ça va dépendre du niveau de performance, puisque pour qu'on puisse parler de séance de MA, d'endurance aérobie, donc la capacité à tenir longtemps une vitesse élevée, donc le complément de la VMA, le MA c'est l'endurance aérobie, c'est la capacité à soutenir une certaine vitesse un certain temps, donc en fonction de la durée de l'objectif. Et du coup, les séances de MA, elles sont plutôt aux alentours de 80, ça serait même l'idéal, 85% de la VMA. Donc en fait, pour certains athlètes, la vitesse 10 km, ça va être au-dessus de 85%, mais là on parle d'athlètes de haut niveau. Et puis pour des gens qui font 1 heure, 1 heure et quart au 10 km, leur vitesse spécifique va être inférieure. Elle va être à 70-75%. Donc là, on n'est pas dans des séances de MA non plus. Donc en fait, pour qu'une séance spécifique 10 km remplace une séance de MA, il faut que cette vitesse spécifique soit aux alentours de 80-85% de la VMA. Mais ça, après, c'est l'entraîneur qui le calcule, c'est l'athlète. Et lui, l'athlète, c'est... alors on pourrait essayer de prendre l'exemple d'Emmanuel. Hein, peut-être qu'elle sait, ou pas d'ailleurs, à quel pourcentage de VMA correspondent ces vitesses 10 km. Et là, on pourrait répondre à la question oui, non. Ça remplace ou ça remplace pas. Mais c'est vrai que dans certains cas, les deux se confondent. La vitesse spécifique se confond avec le MA, ou la vitesse spécifique se confond avec la VMA. Mais là, on parle d'épreuves très courtes. Ou la vitesse spécifique se confond avec l'efficience. En fait, tout dépend de à quoi correspond cette vitesse spécifique. C'est ça, en fait, la question à laquelle il faut répondre pour être précis. Sur l'après-course, Bruno, après ce 10 km, comment Emmanuel va gérer ? On va être en plein dans la phase d'affûtage pour son marathon. Est-ce qu'elle coupe quand même quelques jours, ou si elle le prend, ce 10 km, comme tu l'as dit, comme une séance d'entraînement, elle peut continuer et dérouler le plan qui est prévu jusqu'à Saumur ? Oui, alors, c'est quoi l'objectif sur le 10 km, Emmanuel ? C'est en dessous de 52 minutes. En dessous de 52, d'accord, ok. Donc là, on peut considérer à 15 jours de l'objectif, c'est la dernière grosse séance de MA, on va dire. Donc derrière une séance de MA, à 15 jours de l'objectif, on va faire des footings, on peut récupérer. Là, elle est vraiment dans la période de relâchement. Ça tombe bien, puisque une semaine avant, c'est déjà le début de la période de relâchement. Donc ça veut dire qu'avant son 10 km, elle peut se permettre d'alléger l'entraînement, et puis derrière de continuer sur des séances courtes où on va privilégier le repos, parce que le marathon va arriver très vite, 15 jours après. Donc du coup, c'est bien, parce que derrière le 10 bornes, elle peut se permettre de faire le plan comme il était prévu, avec des séances qui seront pas forcément très intenses à ce stade de la préparation. Emmanuel, est-ce que tu as d'autres questions pour le moment à Bruno, en lien vraiment avec la spécificité de ta course
et de ton chrono. Donc pour toi, ce sera le samedi 25 avril du côté de Cheverny avec Sophie. Alors Bruno, c'est un autre profil. Sophie, petite gêne au niveau du genou. Elle a consulté très rapidement son kiné, réalisé des clichés. Et aujourd'hui, elle est en phase de réathlétisation. Donc on alterne course, marche, avec à peu près 20 minutes de course sur les séances cumulées. Comment elle peut aborder la suite du plan? Et Sophie, si tu as des questions à Bruno, n'hésite pas. Continuer. Alors là, c'est pareil, c'est un cas particulier, donc c'est difficile pour moi de répondre précisément. Je connais pas tous les éléments, j'ai pas tous les paramètres, mais si c'est une phase de réathlétisation et si c'est une phase de reprise, il faut continuer progressivement. Je veux dire là, ce que je vais vous dire, c'est du bon sens et c'est de la logique. C'est de continuer d'augmenter la durée de l'effort sur la séance globale, mais d'augmenter aussi au fur et à mesure les séances, les phases de course, pour diminuer les phases de marche. Donc après, peut-être qu'il faudra prendre des exemples très concrets, très précis d'une séance et voir comment on la transforme. Mais moi, je verrai les choses comme ça. Continuer en fait dans cette phase de reprise en alternant les deux et en respectant la douleur surtout. Ça, c'est le plus important. Oui, c'est surtout ça, oui. Ça, c'est important. C'est ce que les professionnels de santé doivent te dire. C'est ça. Respecter la douleur. Et ça, c'est vrai, il faut les écouter. Et là, il faut écouter la douleur. Sophie, est-ce que tu arrives à te réguler? Parce que tu disais que tu avais les jambes qui voulaient courir plus vite que ce qui était finalement prévu et plus longtemps. Oui, non, j'ai pris conscience que voilà, il fallait pas brûler les étapes et que si je voulais arriver à Cheverny avec vous, il fallait aussi voilà. Là, par exemple, la séance d'aujourd'hui a été beaucoup moins douloureuse que les dernières, donc voilà, faut y a continuer d'y aller doucement, mais bon, vraiment doucement. Du coup, je me dis, Cheverny sera vite là quand même. Donc, j'ai quand même quelques interrogations sur le fait de me dire, est-ce que je vais pouvoir tenir les 10, quoi? Parce que là, je cours 2 minutes, je marche. 2 minutes, je marche. Cheverny se rapproche. Oui, donc mais bon, logique. C'est comme ça. Non, mais c'est un compte à rebours, donc c'est logique. C'est logique de se questionner. C'est logique, c'est humain, c'est naturel. Donc Après, voilà, c'est la blessure, c'est pas de chance, quoi. Enfin, ça tombe maintenant et. Alors après, ce que tu disais, Sophie, quand même, c'est que dans tes propos, tu dis la douleur était pas présente et peut-être moins que présente, avec une progressivité, mais peut-être un petit peu moins progressive, je sais pas si ça peut se dire, on va pouvoir augmenter peut-être un petit peu plus rapidement le temps de course avec on pourra pas tout rattraper comme tu l'as dit, la blessure elle est arrivée peut-être pas au bon moment, mais malgré ça aujourd'hui tu cours et tu multiplies, tu enchaînes les sorties et ça c'est positif. Si derrière la douleur n'est pas présente, et je parle sous contrôle de Bruno, je pense qu'on peut continuer à avancer avec sérénité et voir comment le corps réagit. Si ça venait à se réveiller, écoute, on fera un petit pas en arrière avant d'ajouter de la progressivité. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut presque y aller au coup par coup et séance après séance. C'est-à-dire faire un bilan après la séance. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'augmentation de la durée de course a été bien assimilée par l'organisme ou pas? Et augmenter progressivement. Là, pour le coup, il n'y a plus besoin. Enfin, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus d'objectif chronométrique. L'idée, c'est de faire le 10 km et d'aller au bout. Oui, l'idée, c'est vraiment de terminer. Voilà. J'ai pas de chrono, en fait. Là, à 1 mois de Cheverny, l'idée, c'est vraiment de pouvoir terminer le 10, quoi. Ok, donc le piège, un des pièges, ce serait de se dire, je sors d'une phase où j'ai beaucoup, je me suis peu entraîné, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup couru, et donc je vais jamais y arriver le jour J, et de vouloir essayer de se projeter en se disant, je vais essayer de faire quand même 10 km pour voir si je suis capable de faire 10 km. Et là, il faut vraiment essayer de se rassurer par rapport à ça et te dire que tu t'es pas une débutante. Enfin, je ne pense pas. Presque. Alors, de toute façon, non, mais ce que je veux dire, est-ce que tu as déjà fait les 10 km? Une fois. Ah, une fois, d'accord. Ok. Ouais. Donc oui. Donc, tu es une débutante. Novice, quoi. D'accord. Mais en fait, tu sais quand même ce que c'est. Enfin, tu sais que tu es capable de faire 10 km. Souvent, l'écueil, c'est de se dire, je ne sais pas si je suis capable de faire 10 km et de vouloir tester l'entraînement. Je ne sais pas si je suis capable de faire un marathon et vouloir se rassurer en faisant des sorties très longues, tellement longues que on fait son marathon avant le marathon. Donc ça, c'est le piège. Ce qu'il faut que tu évites, c'est de te dire, je ne vais jamais y arriver, donc il faut absolument que j'augmente la durée.
enfin la durée et par le coup la distance. Ouais. Donc quelqu'un qui arrive à faire 6-7 kilomètres à l'entraînement, le jour J, dans le contexte de la compétition, avec la motivation, les 3 derniers C'est ça, kilomètres, ouais. ils vont se faire facilement. De même que sur un marathon, quelqu'un qui fait 35-36 kilomètres, mais moi je le sais, on me le dit souvent, oui, mais j'en ai fait, il en reste encore 7, ou là tu vas dire, il en reste encore 3, ou sur un 100 kilomètres, il en reste encore 40. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et que le jour J, on fait appel à des ressources cognitives, à ce qu'on appelle un peu la volonté, le mental, le cerveau. Voilà, tout ça, c'est des mots derrière lesquels on met tout et n'importe quoi, mais n'empêche que on constate tous les week-ends que entre l'entraînement et le jour J, il y a un monde. Donc, n'essaye pas de vouloir absolument faire 7-8 kilomètres ou 8-9 kilomètres plutôt pour te rassurer. Ça ne servira à rien, si ce n'est que ça va te fatiguer et que tu vas brûler les étapes. Voilà. Je pense que si tu arrives à faire aux alentours de 6-7 kilomètres à l'entraînement, le jour J, je dis pas que c'est gagné, mais oui, avec la motivation de la course. Ça se passera sans doute très bien. Bon. Est-ce qu'il y a cette crainte-là, Sophie, de ne pas arriver au bout et d'être là dans des moments de doute aujourd'hui? Oui, tu peux. Après, oui, comme je disais tout à l'heure, on est à un mois, j'ai parcouru, ça fait 3 semaines, je sais plus, oui, même un peu plus, que j'ai parcouru sans marcher. Que c'est vraiment des sorties. Donc oui, j'ai un peu... Voilà. Mais ça va le faire. Comme on disait tout à l'heure, il y a des signes qui sont quand même plutôt encourageants, comme cette absence de douleur sur les dernières séances. Et tu l'as dit, Bruno, hein, on débriefe et on ajuste. Là, c'est du quasiment au jour le jour. Fait, oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et il faut vraiment adapter séance après séance. Si ce n'est pas jour après jour, mais au moins séance après séance, ajuster le contenu de l'entraînement. Là, il faut vraiment y aller au coup par coup. Cédric, est-ce que tu valides les propos de Bruno sur le fait qu'il ne faut pas courir un marathon, voire plus, avant l'épreuve du marathon? Alors, je valide totalement. C'est vrai. T'es méchant, Seb, sur ce coup-là. Mais non, mais question à Bruno, et je t'interroge. Je réponds franchement. Est-ce que tu présentes ton profil à Bruno pour qu'il puisse apprécier et avoir plus d'informations pour répondre à tes questions? Oui, alors je suis ultra trailer et j'ai un peu dépassé les bornes que Seb m'avait mises. Donc au lieu de faire 2h30, j'ai fait 3h30 parce que voilà, l'habitude de la sortie longue et je me suis fait un peu gronder. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil de Sébastien avant. La question, Bruno, par rapport au profil de Cédric, c'est qu'il a l'habitude des efforts longs, mais ce qu'on échangeait en off avec Cédric, c'est que le bitume, c'est pas comme du trail. Est-ce que tu as des profils de coureurs comme ça qui basculent de cette surface boisée, surface trail, vers le bitume avec les conséquences que ça peut engendrer? Quand tu parles de conséquences, Seb, tu penses alors, à quoi? Conséquences liées aux appuis, liées à peut-être une allure de course qui n'est pas identique à ce que l'on peut avoir en trail, les répercussions que ça peut avoir kilomètre après kilomètre. Oui, moi j'ai des exemples de coureurs de trail qui étaient de très 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 bons coureurs de trail et qui n'ont jamais réussi à passer sur la route parce que effectivement la route ça demande une cadence régulière, ça demande une foulée qu'on va répéter X fois et ça c'est difficile pour un coureur de trail qui est constamment en foulée différente, en adaptation, en montée, en descente. On n'est vraiment pas dans une gestuelle qui est identique, absolument pas même. Donc la difficulté pour le coureur de trail, c'est d'essayer d'apprivoiser cette foulée, cette cadence qui va être régulière et qui va être presque du premier au dernier kilomètre. Et à l'inverse, pour le coureur sur route qui se lance sur le trail, ça va être d'être capable d'apprécier, et je suis bien placé pour en parler. C'est difficile pour un coureur sur route habitué à une cadence de se retrouver sur des pentes où il faut parfois marcher parce que c'est mieux que de courir, c'est plus efficace, sur des descentes qui sont techniques, où il y a de la proprioception, d'adaptation au terrain. Donc,
ce sont deux spécialités de la course à pied qui sont complètement différentes. Est-ce que le profil de Cédric a quand même des avantages sur la durée de l'effort, puisqu'il est habitué à ces épreuves longues, donc de partir pour seulement 4 heures, voire même en dessous, puisque son objectif est d'être en dessous des 4 heures, n'est pas là un avantage avec son profil d'ultra-trailer? Ah bah tout à fait, complètement. Là, c'est sûr que la partie endurance, sortie longue, on va pas se focaliser là-dessus. L'idée souvent, c'est ça, c'est de se dire comment je vais préparer le sportif à encaisser. Emmanuel, elle vise combien au marathon? Tu vises combien, Emmanuel, au marathon? J'ai fait 4h35 au premier, donc je me dis que si je peux me rapprocher des 4h15. Voilà. Donc 4h15, si on prend la règle des 4/5, ça fait des sorties longues. Alors je sais pas, je suis pas très bon en calcul mental, mais peut-être aux alentours de 3h30, 3h40 pour la plus longue. Donc l'idée, c'est peut-être de se dire comment je vais faire en sorte pour que Emmanuel arrive à encaisser ces 3h40 le mieux possible avec Cédric. Bah là, du coup, la question se pose pas. Donc ça permet de se focaliser peut-être sur d'autres aspects plus importants du marathon qu'il n'a pas développé quand il était coureur de trail et sur lesquels on va un peu se centrer pour essayer d'avoir une préparation qui soit la plus optimale possible. Donc justement des séquences un peu de courses où on va mettre Cédric en situation de répéter toujours une même allure, d'être régulier sur une même allure, parce que la régularité en trail, c'est pas un objectif et c'est pas une finalité et c'est pas une nécessité. Et puis laisser tomber un peu ou moins se focaliser sur l'aspect sortie longue, qui n'est pas un problème pour lui, puisque de toute façon, les kilomètres et la durée de l'effort, son cerveau, ses muscles, ses ligaments, ses tendons, ils les ont en mémoire. Donc ça, c'est pas la peine de s'acharner là-dessus. Ok. Bah, ma question encore, si je peux me permettre, c'est justement pour moi le plus dur justement est de maintenir une allure, une foulée. C'est vraiment pour moi le plus dur. Enfin le plus dur, bien sûr, on s'entend, hein, mais ouais, tenir une cadence avec la foulée sur du plat, c'est compliqué. Je veux dire voilà, longer les chemins de halage pendant 2h30 avec une certaine foulée, couper un peu, relancer. Ouais, c'est un peu voilà. C'est du travail. Ouais, c'est ça. Il y a une adaptation psychologique parce que c'est long, ça peut être un peu monotone. Il y a une adaptation morphologique parce que la foulée n'est pas la même, la cadence elle est régulière. Donc à la fois un travail psychologique, à la fois un travail de gestuel, morphologique, et puis un travail physiologique aussi, puisque là sur une course comme un marathon, c'est très linéaire au niveau du parcours, mais c'est très linéaire aussi au niveau des sollicitations physiologiques. Il n'y a pas de montée, de descente de terrain, mais il n'y a pas non plus de montée, de descente cardiaque. La fréquence cardiaque, elle doit être la plus linéaire possible. Sur une séance spécifique, on va rechercher vraiment l'encéphalogramme plat, quelque chose de très linéaire. Et oui, ça, c'est un peu contre-intuitif quand on fait du trail où on a vraiment besoin de choses complètement différentes. Mais on a plein d'exemples de coureurs de trail qui ont réussi. Je pense à Mathieu Blanchard il y a 2 ans, qui avait fait un très très beau marathon de Paris. James Wesley qui fait des courses sur route qui sont impressionnantes. Bon, Kylian Jornet évidemment, même si c'est pas trop son truc, mais il est capable de faire des courses sur route en étant très performant. Donc on voit bien aussi que ces coureurs-là sont assez polyvalents. Et moi, je trouve que cultiver sa polyvalence, c'est intéressant parce que j'ai la conviction que en faisant du marathon, tu seras un meilleur trailer et ça va t'apporter aussi dans ta pratique du trail et de l'ultra-trail. Après, il y a une complémentarité qui sera intéressante. C'était ma prochaine question. Tu as répondu. Voilà. Compatibilité et utilité. Ok. Je me posais la question, je me dis justement, est-ce que ce bloc marathon va me servir? J'ai un ultra en mois de septembre. Est-ce que justement, je peux continuer un peu avec les mêmes schémas, avec bien sûr en incluant mes sorties longues, mes blocs choc du week-end, mon D+, etc., quoi. Ouais, ça c'est sûr que c'est indispensable dès qu'on reprend la préparation trail de faire du dénivelé en montée, mais surtout parce qu'on l'oublie souvent en descente. Donc les séances excentriques en descente, ça c'est très important pour se préparer sur le plan musculaire. Mais j'ai constaté souvent que les coureurs de trail ou de trail long ont tendance à négliger les séances de VMA et surtout les séances de MA. Et là, si tu travailles ça, sur les parties plates où il faut relancer, sur les parties où il faut un peu de cardio, où tu peux courir, moi j'ai constaté
en préparant des sportifs qui font les deux, que ils se sentaient plus forts sur les parties roulantes, sur les parties où on peut courir. Alors tout dépend du type d'épreuve que tu vas faire, mais on verra. Hein, on verra. Moi, j'ai la conviction que ça va te servir. Oui. Bah, je ferai un retour à Sébastien qui pourra te faire un retour, je te dirai ça. Ouais, carrément. C'est quelle épreuve, Cédric, en septembre? Alors je pars sur... Me regardez pas comme ça. Je pars pour un 200 km avec pratiquement 11 000 de dénivelé positif. D'accord. Comment s'appelle l'épreuve? C'est l'Infernal Trail des Vosges. Ah oui. Ouais. Donc voilà, c'est... J'habite à Reims, c'est pas l'Est, mais un peu quand même. Si, c'est Ah, l'Est. Et donc, ouais, ouais. on connaît bien, ouais, l'Infernal Trail des Vosges, c'est une sacrée course, ouais. J'ai fait le 130 l'année dernière, donc je me lance sur le 200 cette année. Donc tu connais le terrain, ouais. Je connais un peu le terrain, ouais. L'objectif en termes de durée sur le 200, tu pars pour combien d'heures? J'aimerais bien 55. 55 heures. Okay. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Donc une nuit complète. De nuit. De nuit. Ah oui, 24 et 24. On part à minuit, donc une complète, ouais, 2 complètes. Je pars sur 2 complètes. Ouais. Ah ouais. Donc là, la logistique. Ouais. Après, voilà, la logistique, ça se prépare en amont. Et puis, j'ai une assistante en or qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast, ma petite sœur. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà... J'y travaille déjà. Oui, bon, et puis si tu as fait 130, la logistique pour 200, c'est juste un peu plus, mais la base, c'est la même. Ouais, oui. Après, voilà, c'est plus la deuxième nuit à gérer, je pense, qui va être compliquée. Le sommeil, en tout cas. Ouais. Alors, du côté de Cheverny, Cédric, il n'y aura pas 11 000 mètres de dénivelé, c'est beaucoup plus plat. Comment tu te prépares, justement? Tu parlais des chemins de halage, c'est là où tu fais tes sorties longues? Tu abandonnes un petit peu le dénivelé pour ces sorties à allure, on va dire, spécifique? Alors oui, j'ai très peu de plats autour de moi. J'ai quelques endroits, mais malheureusement, le signal coupe un peu. Donc pour adapter vraiment les allures comme les séances fractionnées courtes, j'ai un peu de mal à m'adapter, donc je pars soit un peu trop vite, soit le moment où je regarde ma montre, j'ai un décalage de 3-4 secondes qui me fait perdre un peu vraiment mon rythme. Donc je vais sur le chemin de halage qui est très 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 monotone. Mais voilà, je m'adapte et je me fais violence. Moi, j'ai fait une course. On va mélanger les deux sujets. C'est juste comme ça pour apporter une petite touche d'humour. Moi, j'ai fait une course qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus, l'intégrale de Riquet. Donc, l'intégrale de Riquet, c'est l'intégralité du canal du Midi. Donc, on partait en Méditerranée, au fort des Onglousses, et on arrivait à Toulouse, à la statue de Riquet, qui a fait le canal du Midi. Donc, 258 kilomètres. Donc, 258 kilomètres de chemin de halage. Voilà. Donc, tu n'as plus le droit de te plaindre maintenant. D'accord, promis. Après, c'était jamais le même chemin de halage, puisque c'était, mais il y a parfois, ouais, on voyait à 3 ou 4 kilomètres. À l'arrivée sur Toulouse, on voyait à 15 ou 20 kilomètres. Hein. C'est déprimant. Ah ouais, surtout quand on a fait 230 ou 240 et que tu envoies 15 comme ça, ouais, c'est dur mentalement. Mais bon. Ouais, je pense que mentalement, ça doit être très très dur. Après, on m'a pas obligé, donc je me suis pas plaint. C'est moi qui choisis. Cédric, je te laisse poser l'autre question que tu avais à Bruno sur l'allure de course. Moi, je connais déjà la réponse de Bruno. Hein, donc, d'accord, ok. Je te laisse la poser. En fait, je voulais savoir si je devais partir en allure marathon qu'on a convenu avec Seb, enfin voilà, où on s'est mis d'accord, ou si le mieux était de partir en négatif split. Alors, tout dépend quel négatif split. C'est-à-dire que si c'est un négatif split qui est très très important de plusieurs minutes, 2, 3, 4, 5 minutes, ça veut dire que la course n'a pas été parfaitement bien gérée. Mais en tout cas, il y a 0 prise de risque et c'est plutôt l'assurance de réussir sa course. Peut-être pas de réussir la meilleure performance possible, mais au moins de réussir sa course. Je cru que tu allais me demander, est-ce que ça serait pas intéressant que je prenne un peu d'avance, que j'épargne un peu de mon temps, parce que dans tous les cas, systématiquement, je vais faiblir. Et donc, mais bon, si tu en as parlé avec Seb, il a dû te dire que c'était pas le bon scénario. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que je parte un peu plus vite? Donc non, surtout pas partir plus vite. Ce qui est pris sera à rendre, et non pas ce qui est pris sera à prendre. Donc tout ce qui est pris sera rendu. Et comme on court c'est comme quand on va à la banque et qu'on fait un prêt, il y a des intérêts. Comme on court et qu'on
et qu'on court et qu'on rend les intérêts, en général, on paye très cher. C'est-à-dire que chaque seconde gagnée, chaque seconde empruntée sera remboursée en multipliant par 5 et parfois par 10. Donc jamais, et bon, je dis ça parce qu'il y a aussi Emmanuel. Donc Emmanuel, je pense que la stratégie sur le marathon, ça l'intéresse, mais c'est aussi valable sur un 10 bornes, ne jamais partir trop vite. Après, le negative split, il faut vraiment essayer de le jouer le plus finement possible, 1, 2, 3 minutes maxi, sinon ça veut dire que t'es parti trop lentement et c'est bête parce que tu as peut-être gaspillé quelques secondes. Mais c'est pas évident, hein. Mais dans tous les cas, oui, le negative split. Ok, d'accord, merci. Moi, je voyais plus le negative split, voilà, même en plus long, pour justement rattraper peut-être le temps, je dirais à partir de 15 bornes. Enfin voilà, gérer un peu le temps de départ sur 10-15 bornes et après allonger vraiment. Enfin voilà, je voyais un peu ça comme ça, mais ouais, si tu me dis 2-3 minutes, ouais, bah, ok. Ok. Ouais, 2-3 minutes, ça veut dire qu'on a optimisé. Donc ça veut dire quoi? Alors j'ai pas fait les calculs, mais ce serait partir. En tout cas, il vaut mieux partir 5 secondes plus lent dans les premiers kilomètres. Enfin, 5 secondes plus lent au kilomètre. Au kilomètre, ok, d'accord. 5 secondes plus vite, ça c'est sûr. Après, si c'est vraiment en dessous de l'allure, oui, c'est presque certain qu'on va finir très vite, mais on ne rattrapera peut-être pas tout ce qu'on a laissé en cours de route. Donc, ok. Mais c'est un ajustement qui est très difficile. Après, c'est pas moi qui ai décidé un jour en me levant qu'il fallait faire ça. Moi, je ne fais que observer ce qui fonctionne, regarder les gens qui réussissent et pas forcément des gens qui sont des athlètes de haut niveau. Mais c'est sûr que le haut niveau, c'est quand même toujours un modèle. Quand on voit comment font les meilleurs, on s'en inspire et on essaye de s'en approcher. Toutes les courses qui débouchent sur des records, toutes ou quasiment toutes, enfin, je pense que c'est toutes, sont construites sur des égalités d'allure et avec des tout petits negative splits. Après, il y a toujours un marathon où il y a des Kenyans dont on ne sait pas d'ailleurs à quoi ils tournent, mais qui vont se regarder pendant 20 bornes parce qu'il y a un gros enjeu financier et du coup, ils se regardent pendant 20-25 km. Donc, eux, ils sont très en dessous de l'allure, mais la seule chose qu'ils visent, c'est la prime à l'arrivée parce qu'il faut qu'ils mangent. Et donc là, oui, ils peuvent finir très, très vite et faire un gros negative split, mais ils n'étaient pas dans une perspective de chronomètre. Quand on voit des courses au chrono sur les très gros marathons, Londres, enfin bref, j'en passe et les meilleurs, Berlin, bon, je vais pas tous les citer. Il y a vraiment une égalité numérique, une égalité de kilomètres et qui est quasiment presque à la seconde près. D'accord, ok. Donc ils sont vraiment réguliers quasiment du départ jusqu'à la fin. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est des machines. Ouais. Après, l'idée, c'est aussi un peu comme une voiture. Si on roule à vitesse constante sur une route ou sur une autoroute, on va moins dépenser d'énergie et d'essence que si on accélère et on ralentit. Donc, c'est aussi s'économiser. Voilà, nous, on a des réservoirs. On a un réservoir de glucides, un réservoir de lipides. Tout ça se mélange un peu pour faire ce dont on a besoin. Plus on est lent, plus c'est des lipides, plus on est rapide, plus c'est des glucides. Et l'idée, c'est de garder toujours ce super carburant, les glucides, de ne pas les épuiser trop vite et donc d'avoir toujours un mélange qui fait qu'on va pas trop utiliser les glucides pour pouvoir garder une allure constante jusqu'au bout. Ça répond à mes questions. Emmanuel, quelle stratégie tu vas adopter déjà sur le 10 km, mais ensuite sur le marathon que tu mèneras du côté de Saumur? Le premier que j'ai fait, j'ai été constante. Du coup, sur les 42 kilomètres, on était parti pour au moins le finir. Donc, j'avais été constante. Et là, je pense rester sur des mêmes allures, effectivement, ou alors partir un peu. Nous, c'est dans l'autre sens, du coup, partir plus vite au début et moins vite après, je crois. T'as pas l'air très sûr de la stratégie que tu t'es fixée. Si, parce que j'étais en train de réfléchir aux chiffres. Mais je crois qu'on veut partir sur 6 au début, sur le premier semi, et après être sur 6-10 ou l'inverse. Mais j'ai un doute. Et pour quelle raison? Parce que quand tu dis 11, c'est pas toi qui décides? Non. Ah bon? Ah mince. Si. Mais en fait, c'est parce que je fais avec mon conjoint et du coup, qui a l'habitude de ces distances-là, et c'est lui qui est mon lièvre du coup sur toutes ces distances-là. D'accord, c'est ton conjoint qui donne le tempo. Parce que toute seule, j'ai un petit peu plus de mal à être régulière aussi. Ok, ça se travaille à l'entraînement, ça aussi.
La régularité sur les séances ouais. spécifiques. Je fais des efforts. On n'en doute pas. Donc, ton conjoint, il a décidé que vous partiez un peu plus vite. Donc, lui, il a dit ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est ça? Et on verra après. Ouais. Après, c'est pas évident de connaître ses allures et de savoir à quelle allure on est capable de le faire. Tu t'es fixé un objectif? Oui, j'ai un objectif, mais du coup, le premier objectif, c'est de le finir. Après, effectivement, je connais la distance, mais qu'une seule fois. Et je l'ai très bien vécu parce que je l'ai fait en EF. Maintenant, si je pousse un peu plus, est-ce que je vais être en capacité ou pas? Je sais pas. Tu l'as fait en EF. Seb, tu lui as pas dit que c'était un gros mot. Il fallait pas le prononcer. On n'a pas parlé de F, mais Bruno, qu'est-ce qu'on met derrière le F? Alors là, on repart pour 1h30. C'est des mots qu'il faut pas prononcer, ça. Oui, mais justement, t'as déjà fait. Alors, plus sérieusement, t'as déjà fait un marathon, donc tu sais que tu peux aller au bout. Oui. Logiquement, tu n'as pas cette crainte de te dire, comme le premier, je ne vais pas aller au bout, donc je suis prudente, je ne sais pas où je mets les pieds, etc., etc. Là, tu sais que tu es capable de le finir. Oui. Donc, tu peux légitimement viser un temps un peu meilleur. C'est ça. Donc tu connais légitimement la vitesse à laquelle tu vas le courir, puisque tu t'es fixé un objectif. Alors que sur le premier, tu peux dire, bon, on verra bien, je cours, peu importe la vitesse à laquelle je cours. De toute façon, le but, c'est de franchir la ligne. Là, il y a un objectif chronométrique précis. Oui. Donc, une allure qui en découle, que tu dois répéter à l'entraînement, normalement, et qui est ton allure de départ. Oui, c'est ça. Ok. Ce qu'on avait dit, Bruno, dans une capsule précédente, le deuxième est pas forcément le plus simple à aborder en tant que marathon, parce qu'on a le repère du premier, on sait à quoi s'attendre, mais je rejoins Emmanuel, si je me positionne demain dans la préparation d'un deuxième marathon, je me dirais, mais est-ce que je suis capable d'aller plus vite au regard de ce que j'ai déjà, on va dire, enduré sur le premier? Ouais, logiquement, en fonction de la façon dont le premier s'est déroulé, on peut, avec l'expérience, le corps qui justement est plus en capacité d'accepter les kilomètres, parce que là on parlait de ce qu'avait fait Cédric, mais il n'est pas passé de 0 à 200 en quelques semaines, mais plutôt en quelques années, donc son corps s'est adapté. Là pour Emmanuel c'est la même chose, on peut légitimement penser que son corps est plus à même d'accepter, de supporter, de réaliser 42 kilomètres maintenant qu'avant qu'elle ait fait son premier marathon, parce que le corps s'est adapté, parce qu'il a il a appris, il a retenu, le corps a de la mémoire. Donc logiquement, c'est légitime de penser qu'on puisse faire un peu mieux. L'objectif c'est quoi, Emmanuel, rappelle-moi, tu me l'as dit mais j'ai oublié. Sur marathon en dessous de 4h35. En dessous de 4h35. Donc je suis en train de regarder mes tableaux d'allure. 4h35, 9,21 km/h. Donc je ne sais pas ce que ça fait en temps au kilomètre, mais ce que je sais c'est que c'est plus que 6 minutes, puisque 6 minutes, c'est 10 km/h. Donc, on doit être sur 6,15, 6,20, un truc comme ça. Donc, effectivement, si tu pars sur 6 minutes au kilomètre, 6 minutes, c'est plus proche d'un temps aux alentours de 4,15, 4,10. Donc, la stratégie, c'est bien d'aller un peu plus vite au début pour éventuellement gérer la fin avec les ressources qui vont te rester disponibles. Alors, moi, je pense que c'est pas la bonne stratégie, mais on verra. Peut-être que tu vas tenir le 6 minutes au kilomètre jusqu'au 42e. Oui, aussi. Parce que là, tu t'entraînes sur quelle allure en séance spécifique? 6,05. 6,05. Ok. Enfin, normalement, c'est 6,10, mais j'arrive pas à les tenir et je fais 6,05. Tu n'arrives pas à courir aussi lentement que 6,10? Oui. Enfin, aussi lentement. Tu n'arrives pas à réduire ton allure pour arriver à 6,10? C'est ça. D'accord. Même si on te freine, si on te met un élastique, une charge, je sais pas moi, des bouteilles d'eau dans les poches. Tu n'y arrives pas. Si. Courir lentement, ça prend. Ça, c'est une phrase que j'aime répéter, parce que moi, je me suis rendu compte quand on passe du marathon, du semi au marathon, du marathon au 100 km, du 100 km aux 24 heures, on se rend compte que courir lentement, ça prend. Et c'est un apprentissage, faut se forcer, faut s'obliger, faut ralentir. C'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Mais ça, à force d'obstination, on y arrive. Bruno, est-ce que tu avais quelques recommandations pour Sophie, Emmanuel sur le 10 km
Marine qui, elle, sera sur le semi-marathon et Cédric sur l'épreuve, entre guillemets, reine du marathon du côté de Cheverny, pour qu'ils et qu'elles puissent aborder sereinement les quelques heures qui vont précéder la course, l'allure, on vient d'en parler, et puis après, derrière, la récupération. Comment on peut leur prodiguer tes bons conseils ? Donc, dans les heures qui précèdent, donc le jour même? Le jour même, oui, comment aborder, parce qu'ils vont tous et toutes faire un petit peu de voyage. Est-ce qu'il ne faut pas là peut-être se modérer, se préserver avec la route, le trajet, l'excitation liée à la course ? S'il y a du trajet et si on a fait beaucoup d'heures de voiture avant, c'est bien de se dégourdir les jambes, en allant peut-être chercher le dossard, en allant visiter le village départ, mais sans y passer trop de temps, parce que là, pour le coup, ça serait l'effet inverse. Mais marcher, c'est une très bonne chose. La veille, moi, je recommande de préparer, d'anticiper, de préparer le dossard, de préparer la tenue, de tout préparer en amont la veille pour que le matin, il y ait plus grand-chose à réfléchir et que tout soit prêt dans les derniers détails, sachant que normalement, la tenue, c'est pareil, on la choisit pas la veille. Les chaussures, on les choisit pas la veille. Tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare. Le short que vous allez mettre ou le cuissard, les chaussures, les chaussettes, le maillot, tout ça, ça a été testé à l'entraînement pour qu'il y ait plus de questions à se poser le jour J, juste adapté en fonction des conditions météo. Est-ce que c'est manches longues, manches courtes, enfin bon, bref, peu importe. Donc tout ça, l'anticiper. Et la veille, quand on a été chercher le dossard, s'extirper de la foule et du monde, parce que c'est aussi quelque chose qui prend pas mal d'énergie, pour rentrer à la chambre d'hôtel ou au gîte où on est logé, et puis se concentrer sur la course, préparer ses affaires. Ça, c'est la veille. Et puis le matin de la course, ne pas changer ses habitudes. On ne teste pas le produit miracle qu'on a trouvé la veille sur un stand au petit déjeuner, parce que ça ne se fait pas. Tout ce qui passe bien le matin de la course, vous l'avez testé dans les semaines précédentes. L'idéal, c'est bien sûr, avant de faire votre sortie longue, quand vous y allez le dimanche, de vous mettre en condition de course, c'est-à-dire de préparer ce petit déjeuner, ce qui va bien passer, ce que vous aimez manger. Et là, il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle, parce que chacun est différent, chacun digère les aliments différemment, chacun aime des choses différentes. Donc tout ça, il faut l'anticiper un maximum, le tester à chaque sortie longue que vous allez faire. En amont, vous mettre en situation, en fait, comme si vous étiez le jour de la compétition, et puis le matin, il n'y a plus qu'à faire ce que vous avez l'habitude de faire. On n'essaye pas le conseil de l'ami bienveillant qui va vous dire oui, mais non, c'est pas du café qu'il faut que tu boives, c'est ça, parce que ça c'est top, tu vas voir, c'est génial, moi je l'ai testé, c'est super. Voilà. Gardez ses habitudes, faire ce que vous faites habituellement et ne pas changer grand-chose, et puis aller prendre le départ sereinement en se disant qu'on a tout fait à l'entraînement pour être prêt ce jour-là, et qu'on est forcément prêt parce que on a fait le maximum et qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et après, comme disait Jules César, le sort en est jeté, aléa, jacta, S. On part pas trop vite, on respecte son allure de course. On a testé les ravitaillements en amont, on sait ce qu'on boit, on sait ce qu'on mange. Enfin, manger, je le recommande pas vraiment pour des distances qui vont jusqu'au marathon. Je ne vous conseille pas de manger, sauf si vous l'avez prévu et que vous arrivez à le faire. Donc voilà, je sais pas, Seb, si j'ai répondu à la question, si c'est ça que tu attendais. Tout à fait, Bruno. Après, Emmanuel, Sophie, Cédric, Bruno est à votre disposition si vous avez encore quelques questions à lui poser. Tu voulais aborder, Cédric, je crois, la règle des 3 P. Tu m'avais mis dans ton message. Mais je me rappelais plus si c'était les 3 P ou les 3 T. J'ai eu un petit doute. Alors les 3 T, c'est un groupe musical, mais Bruno, c'est plutôt les 3 P, les 3 piliers. Voilà. Parce qu'il en avait un pour nous, histoire qu'on s'en rappelle quand on est dans le dur. Ils veulent une règle de 3 personnalisée, Bruno, pour Cheverny. Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer ? Là, on te prend à froid. Ouais. Je pense à patience. Donc patience, c'est un des 3 P. Patience en début de course. S'économiser. Vraiment être dans un schéma de course où jusqu'à la moitié, voire même au-delà, que ce soit un 10, un semi ou un marathon, ça doit être très très facile. Donc si c'est facile, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si c'est très facile, c'est encore mieux. Donc patience en début de course. Un autre P, je dirais
je dirais persévérance, parce qu'il y a un moment ou un autre où ça va commencer à être difficile. Et là, la persévérance, c'est une stratégie mentale qui pourrait être de se dire, je me projette pas à l'arrivée parce que c'est trop loin et ça me dépasse, donc je vais perdre pied, au sens propre comme au sens figuré. Mais se fixer des objectifs courts. Voilà, si au 30e, ça se passe mal, bah, on va jusqu'au ravitaillement suivant. Et puis au ravitaillement suivant, on voit comment ça se passe. Mais ça, Cédric, il va utiliser ça des milliers de fois, enfin des milliers, j'espère pas, des dizaines de fois le jour de son ultra trail, parce que si ça se passe mal, là par exemple, je reviens sur l'intégrale de Riquet, désolé de parler de moi, à l'intégrale de Riquet, c'est au mois de juillet, donc dans le sud de la France, et au 100e kilomètre, un coup de chaud, mais alors monumental, j'étais couché dans l'herbe et j'étais au bout de ma vie, et là je me suis dit mais c'est impossible, je ne pourrai jamais faire 158 kilomètres. Donc la seule idée en tête, c'est de se dire j'arrête, stop, c'est fini. Et je ne sais pas, je vais dire par quel miracle. Bref, peu importe, le but c'est pas de parler de moi, mais j'ai trouvé les ressources mentales pour faire ces 158 kilomètres supplémentaires. Donc quand ça coince pour Sophie au 7e ou au 6e, aller jusqu'au 7e. Au 7e, aller jusqu'au 8e. Pour Emmanuel ou pour Cédric, quand ça coince au 30e ou au 35e, mais l'entraînement doit vous permettre que ça coince pas au 30e ou plutôt au 35e, on se fixe des objectifs à court terme et on essaye de pas se projeter pour ne pas se perdre. Donc, patience, persévérance, faut que je trouve un autre P. Passion. Passion, faites les choses avec passion, parce que rien de grand dans la vie ne s'est accompli sans passion. C'est pas de moi, c'est de Hegel. Et avec la passion, on fait des grandes choses. Donc, je pense qu'avec ces 3 P-là, vous êtes assez armés, il me semble. Bon, je t'avais glissé plaisir, Bruno, dans le chat, mais tu ne veux pas le prendre, donc bon, voilà, je le garde pour moi. Non, mais t'as raison, Seb. Mais t'as raison, mais t'as raison, t'as complètement raison, et c'est plus important que passion. Parce que la passion, faut l'avoir avant, la passion pendant, mais c'est parce que tu m'as pris de court. Mais oui, plaisir, évidemment. Évidemment. T'as tout à fait raison. Le plaisir, c'est le moteur suprême. Donc, continuez à prendre du plaisir. La question que souvent on se pose, mais c'est qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu t'es là parce que tu l'as choisi. On t'a pas mis un pistolet sur la tempe. Donc, tu es là parce que tu le veux bien et tu as de la chance d'être là. Et donc, profite de ce privilège que tu as d'être sur tes 2 jambes, en forme, en bonne santé. Certes, peut-être un peu en difficulté, mais tu vas réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et donc ça, c'est un privilège, encore un autre P. C'est la règle des 5 P maintenant. C'est ça. On a rajouté la passion et le privilège. En tout cas, merci Bruno de nous avoir accompagnés sur cette soirée consacrée à l'entraînement, aux stratégies de course. Merci d'avoir donné de ton temps pour Emmanuel, Sophie, Cédric et Marine qui n'a pu être présente. Et un clin d'œil à Émilie qui était là en début d'épisode, organisatrice qui gère la communication de ce marathon de Cheverny Trail de Pays des Châteaux, qui nous fait le plaisir de nous accueillir et de permettre à nos athlètes de prendre part à ces courses le 25 avril prochain. La prochaine session d'enregistrement, ce sera dans 15 jours. Et Bruno, on en a un petit peu abordé avec cette stratégie de course. Ce sera le mental qui sera mis à l'honneur avec Pierre qui viendra discuter et échanger avec nos athlètes. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'était la vie de château du côté de Cheverny, épisode 3. Vous avez les 2 précédents qui sont déjà disponibles et d'autres supports seront à venir. Merci Bruno à nouveau. Avec plaisir, Seb. À bientôt. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux, en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.
Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. Under the cosh. Anything you do different in management? I'd probably get a better pitching saipan. Let's be having you. I love the fact that he's chosen that moment to go, do you know what? Now I'm going to do it. The England pod. If he plays regular minutes this season for Manchester City, he will re-emerge as one of the best players that we've got. All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison.